Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et merci à Julie pour l'invitation aussi aux rencontres de Lure et pour le challenge, on va dire, par rapport à cette question de l'outil, en fait. C'est vrai que on entend régulièrement, en fait, que la typographie, c'est un outil. Et je ne sais pas pourquoi, moi, ça a toujours coincé quand j'entendais ça. Et je me suis lancé un peu le challenge en me disant, mais... alors c'est pour ça que des fois je mettais le point d'interro, des fois je l'enlevais, parce que des fois j'étais convaincu que c'en était pas un, puis des fois je me disais, ah, quand même fais gaffe, tu prends un peu les devants, quoi. Donc je vais vous présenter l'état d'une recherche qui est en cours depuis l'invitation, donc c'est encore en devenir, mais en parcourant à travers mon travail et des questions de lecture que j'ai pu avoir aussi depuis quelques années, j'ai envie de vous présenter en fait cette réflexion. Donc bien évidemment, je vais m'appuyer sur mon travail. Donc comme je le disais, c'est encore en cours, hein, donc je vous demande un peu d'indulgence par rapport à ça. Et ce que je vais faire, donc, c'est d'abord, comme on parle d'outils, présenter d'abord la notion de dispositif technique. Donc ils possèdent leur cohérence interne et externe. Et la présentation va aborder cette notion à travers 3 termes spécifiques dans l'outil. Donc là, je vais en présenter un, donc qui va être l'outil et comprendre ce que c'est que l'outil. Et on va en voir 2 autres. Et par la suite, en fait, il y a surtout ce 3e que je vais vous présenter, qui, à mon avis, est hyper intéressant par rapport à la question typographique. Et donc, je vais essayer de montrer par rapport à cette question de la relation. Cette question, en fait, elle est venue parce que c'est vrai que souvent, on rencontre, en fait, cette question abordée de la typographie égale outil. Point. Donc là, vous avez une phrase, par exemple, tirée d'un article d'Adrian Frutiger, donc « A typeface is a tool ». Et donc, au cours de ma carrière, j'ai appris à comprendre que la beauté et la lisibilité, jusqu'à un certain point la banalité, sont étroitement liées. La meilleure police de caractère est celle qui empiète le moins sur la conscience du lecteur, devenant le seul outil qui communique le sens de l'auteur à l'entendement du lecteur. Alors, j'en ai pris une, j'en avais d'autres, mais c'est pas le cœur de cette recherche, mais au moins je vous en ai pris une. Et en fait, moi, ce qui me gêne sur la relation outil et sens. Donc, on va y revenir. Donc, on va commencer la réflexion donc, sur cette question de dispositif technique. Donc, dispositif technique, pour le résumer, on va dire que c'est le sens de la médiation matérielle qui nous donne une relation au monde, ou dans le sens de programmation du temps à partir d'une disposition spatiale. Donc, Bruno Bachimon, sur qui aussi je vais m'appuyer par rapport à ses écrits, dans son livre « Le sens de la technique, le numérique et le calcul », il en caractérise 3. Donc, dont l'outil. Donc, l'outil qui résume par « l'outil pourra être défini comme un objet matériel permettant d'atteindre certaines fins en apportant une spécialisation fonctionnelle. Par sa conception et sa disposition, l'outil reflète les expériences passées et permet de répéter le geste qui a été éprouvé comme efficace. » Il poursuit, « En s'en saisissant, on se trouve pris dans une séquence de gestes et d'actions qui permettent d'envisager leur résultat. Donnant prise sur le passé qu'il retient en permettant de le répéter, il donne prise sur l'avenir en permettant de l'anticiper. » Donc, pour revenir un peu là-dessus, donc, il dit donc l'outil, c'est une médiation de l'action et un prolongement de nos gestes. L'outil programme notre projection dans le monde en le modifiant en retour et en l'anticipant. Par exemple, le marteau, je connais déjà le résultat qu'il va y avoir. Bon, on connaît déjà la question de l'outil, non pas typographique, mais qui permet de travailler la typographie. Donc, par exemple, ici, c'est un travail où je me suis pas mal appuyé sur l'outil qui permet de faire des caractères numériques. Donc, j'ai essayé de faire d'une spécificité en fait, qui était liée à l'outil et d'en rendre compte dans un dessin de caractères. On pourrait revenir aussi à la question entre logiciel et outil, mais bon, ce n'est pas le cœur de cette présentation. Donc voilà le type de résultat. Ce qui m'intéressait par exemple ici, c'est vraiment l'outil soit présent dans le dessin même. Je ne parle pas encore de la typographie égale outil, hein, je parle vraiment de l'outil qui permet la typographie. Donc c'est l'outil qui va assister mes gestes, en fait, dans le dessin. Et donc quelque chose que je n'aurais même pas pensé à faire si je n'avais pas eu cet outil. Donc c'est quelque chose que je trouvais intéressant. Et par la suite aussi, parce que ça ne me suffisait pas, parce que je vais m'en servir pour une affiche, j'ai passé à la moulinette en fait ce titre-là, qui est le titre d'un cycle de conférences comme on a présenté Photon Faces, que j'ai passé dans un autre outil numérique pour déstructurer en fait les vecteurs et que j'ai redessiné à la main, aussi à droite, pour reprendre un peu la main aussi sur l'outil. Voilà un peu le résultat. Bon, petit passage sur l'outil typographique, mais en tout cas, est-ce que la typographie est un outil? Donc on a vu que l'outil pour dessiner les caractères est un outil, mais la question qui se pose toujours est donc, en est-il un quoi? Et si c'est le cas, en quoi? Et sinon, alors c'est quoi alors? Et en fait la réponse elle est
pas aussi tranchée que ça, que j'ai pu l'avoir il y a quelques temps. En fait, la réponse est oui et non, et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, car on peut dire que la typographie remplace la fonction motrice de la main, des outils qui permettent d'écrire. En fait, elle virtualise le geste d'écriture et devient actuel quand nous en servons. Donc, il faut comprendre un peu que en fait, c'est lié à son automatisation. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme le moulin à grains. En fait, il automatise en fait, un geste qui est déjà présent dans cette fonction technique. Donc, en soi, il virtualise en fait, ce geste qui est en devenir, et non, et c'est là que, après que je vais poursuivre, hein, car quand on écrit avec des caractères, ou du moins avec des signes typographiques, c'est pas juste un geste en fait. Avec ces caractères, on sélectionne une forme, et cette forme, elle veut dire quelque chose, et ces formes sont à interpréter. Et je vais développer aussi par la suite. Sinon, ça serait dire qu'un livre, c'est un outil. Oui, ça permet de programmer des gestes pour accéder, mais c'est ce qui permet d'accéder à un contenu. Donc c'est oublier en fait, le savoir qui est contenu dedans, quoi. Donc, on peut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une simple fonction en fait, de transfert d'un geste d'écriture. Et c'est là que ça devient aussi problématique, finalement, de la cantonner qu'à ça. Et donc, on reste donc dans cette fonction en fait, qui est liée à l'écriture. Et on passe à côté en fait, de son potentiel de lecture. C'est là que je vais aborder par rapport à ça. Donc, je pense qu'il faut la penser en tant qu'expérience de lecture et non comme seule fonctionnalité d'écriture, en tant que ce qui permet la lecture d'une langue verbale et langage visuel. Et pareil, je vais revenir aussi sur cette tension qu'il y a entre deux choses qui sont présentes en fait, dans le caractère. Donc, considérer la typographie comme un outil, je le redis, hein, ce n'est pas la considérer comme un signe, comme si elle ne renvoyait à rien, en fait. Et je reviendrai sur ces points. Alors, dans les catégories aussi de dispositifs ou d'objets techniques, il y en a un deuxième qui est l'instrument. On pourrait se poser aussi la question de se dire, mais est-ce que la typographie, c'est un instrument ? Donc, toujours, ce même Bruno Bachimon nous dit, l'instrument, quant à lui, propose une médiation de la perception, un terme intéressant. En effet, selon une disposition classique, l'outil se distingue de l'instrument dans la mesure où le premier assiste l'action et le second élargit notre perception. Donc on pourrait dire que la typographie, c'est quelque chose qu'on regarde, mais en fait l'instrument, il permet une nouvelle connaissance du monde, il augmente notre perception. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Par exemple, la jumelle, elle permet d'atteindre la Lune, par exemple, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas possible avec notre propre vue, mais elle est là. Le mètre, c'est pareil, c'est nous rendre compte en fait, de certaines mesures, de comparer des choses que l'œil humain ne pourrait pas avoir accès. Donc il sert à prélever de l'information et pour obtenir une meilleure perception. Alors l'instrument rend visible ce qui est là, par contre, et pas directement perceptible, contrairement à la typographie qui elle, rend présent ce qui n'est pas là. Et je vais revenir, en fait, c'est la définition du signe, en fait. Donc c'est sa relation externe. Donc si on se rapporte à la typographie, il est parfois employé et on dit que c'est un instrument qui permet de percevoir du texte. En fait, elle n'est pas juste, en fait, cette définition aussi, de dire que c'est un instrument. L'instrument rend visible ce qui est là, mais pas directement visible, donc ça, je viens de le dire. Les caractères, c'est ce qui rend présent ce qui n'est pas là. Je vais revenir sur cette définition du signe, en fait. Les caractères d'écriture sont des signes, et le propre du signe, donc comme je le disais, c'est d'être pas là. Désolé, hein, j'insiste un peu, mais des fois, ça permet aussi de comprendre ce rapport, en fait, d'une définition, finalement. L'instrument, ce n'est pas ce qui constitue l'observé, alors que la typographie, c'est ce qui constitue l'observé et qui rend présent en fait un absent. Alors, on va évacuer l'instrument. Donc en fait, on est face à des signes. Ce que vous avez là, en fait, ça veut dire une chose qui tient place à la place de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que lorsque j'écris, donc c'est des signes, on va venir, c'est des doubles signes en fait, mais j'essaie de les redéfinir. En gros, lorsqu'on écrit arbre, l'arbre n'est pas présent là. En fait, c'est l'arbre auquel on fait renvoi, lorsqu'on dessine un arbre, lorsqu'on l'écrit, etc. C'est la définition en fait du signe, en fait, c'est une absence, en fait. C'est-à-dire que le signe est présent pour amener quelque chose qui est justement absent. Donc, pour le dire autrement, le signe rend présent un signifié absent. C'est toujours une absence, en fait. Quand j'écris le mot arbre, comme je viens de vous le dire, le signe arbre, il est là, il se rend présent pour un arbre qui n'est pas là. Donc, je ne le perçois pas directement, en fait. C'est quelque chose que je vais imaginer. Donc, j'ai déjà connaissance, en fait, d'un arbre, quand je lis un arbre. Sinon, je ne pourrais pas l'avoir à la conscience. Donc, autre définition par rapport à cette question du signe, on entend par signe, donc une très très vieille définition qui date de 400 ans, qui date de l'an 400, pardon. On entend par signe ce qui, outre l'objet qu'il offre à nos sens, fait naître dans notre esprit l'idée d'une autre chose. Je rappuie un peu sur cette question d'absence par rapport à la notion de signe, et aussi Peirce, qui est donc le père de la sémiotique, qui est défini également par un signe et quelque chose qui tient lieu pour quelqu'un de quelque chose sous quelque rapport à quelque titre. Donc il tient lieu, en fait, finalement, pour quelque chose qui n'est pas là.
Alors, du coup, ce qui m'amène à ce troisième objet technique. Donc, on voit bien que tient-le pour quelque chose d'autre, qui se substitue. Elles liennent, en fait, les lettres, par exemple, tiennent pour des sons, une forme qui est d'ailleurs arbitraire. Hein. Le mot tient pour des concepts qui sont en dehors du mot. Et donc, c'est des choses à interpréter. Et donc, c'est là que je convoque, en fait, le troisième objet technique, donc, qui est le contenu. Donc, nous avons l'outil, l'instrument et le contenu. Et donc, le contenu qui se définit, donc cette troisième catégorie, qu'on appellera contenu, toute structure matérielle que nous abordons, comme un élément à interpréter et comme un message qui nous est adressé. Pour vous prendre un exemple, c'est-à-dire que si je reprends l'exemple du marteau, lorsque je m'en sers, il va médier mes gestes. Mais par contre, si demain il est retrouvé dans une fouille archéologique, il devient un contenu. Voilà, c'est pour vous expliquer un peu le rapport. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des implications qui sont les unes dans les autres, mais en fonction de comment on le convoque, il va prendre des sens différents. Donc, à savoir des objets physiques dont la forme véhicule un sens culturel ou conventionnel en attente d'interprétation. Ils programment notre pensée et des éléments à interpréter par une connaissance préalable. Comme je vous disais, le mot arbre, il faut le connaître avant. Ou l'arbre aussi, le concept arbre. Il faut déjà avoir rencontré un arbre. Donc, il poursuit. Le contenu nous prolonge dans une rationalité donnée, dans une manière de penser et de concevoir le monde. En effet, le contenu suit une logique, graphique, écrite ou autre, et amène la pensée qu'il interprète à dégager certains concepts, à élaborer des structures cognitives, à constituer une rationalité propre à ce type de contenu. Donc le contenu, en fait, c'est une programmation de la pensée. Elle agit en fait sur notre conscience en fonction de ce qu'elle veut, ce qui a été délivré. Donc, en la considérant comme contenu, en minimisant la notion d'outil, j'appuie sur le fait que la forme est une expérience de lecture. Elle pointe sur la réception et l'interprétation de ces formes graphiques. Donc, voici par exemple des exemples pour bien se rendre compte. Donc là, on pourrait dire qu'il y a une intrication finalement par rapport à la question motrice de la main, c'est-à-dire que c'est une fonte variable. Elle virtualise en fait un geste qui est déjà présent en fait dans différents axes. Et en même temps, ce n'est pas que ça. On s'en rend compte. C'est-à-dire qu'en fait, ici, je délivre un contenu qui est interprété. Donc, après, à voir aussi par rapport aux références qu'on pourrait avoir, et là, je ne suis pas dans la tête de tout le monde, mais c'est la question de l'interprétation en fait, de ces formes graphiques qui peuvent appeler la notion de diffusion, de déconstruction, etc., qui est liée par rapport à ce qu'on veut aussi mettre dans ce caractère typographique. Voilà, d'autres exemples. Donc, on l'a défini comme contenu. Maintenant, j'aimerais bien rentrer un peu plus en disant, mais oui, mais quel contenu ? De quel contenu on parle ? Parce qu'il y a toujours cette notion aussi par rapport à le fait d'écrire le mot arbre et de lire arbre, on a accès finalement au concept d'arbre. Et c'est un peu plus compliqué que ça par rapport à nos caractères typographiques qu'on a sous les yeux. Donc Anne-Marie Christin nous dit, ce qui caractérise essentiellement la structure de l'écriture, qu'on reprend par rapport au caractère typographique, et sa mixité, parce que son système s'appuie sur deux registres à la fois, celui du verbe et celui du graphisme. La question du langage et la question de l'écrit, la forme en fait graphique qu'il va y avoir. Si je vous prends une expérience ici qu'on peut faire ensemble, par rapport à ce que vous lisez, on a trois formes typographiques, la ville dans un pays imaginaire, une ville dans un pays imaginaire et une ville dans un pays imaginaire. Donc à partir de ces trois structures qu'on a de texte, votre inconscient, du moins votre manière d'imaginer la ville, va être différente en fonction du caractère typographique. On va revenir sur ce point. Donc on a deux absents, on a à la fois la ville qui est absente, qu'on va s'imaginer en fonction du caractère, qui va modifier, donc ça c'est la variante. On a l'invariant qui est la ville et la variante qui est la typographie, qui va nous faire imaginer une ville légèrement différente. Alors, je reviens encore par rapport à cette question de contenu, et il va y avoir des intrications dedans. Donc, je vais rentrer un peu plus en profondeur sur cette question de contenu, et les caractériser par rapport à trois notions. Donc, on est toujours dans le signe, et Bruno Bachimon nous dit, toujours, dans un autre texte, il nous semble utile de distinguer trois types de signes ou de modes de signifier. Nous les appelons le signe, la représentation et le symbole. Je vais les redétailler. Pour présenter leurs différences, nous posons les considérations suivantes. La signification, la représentation et le symbole sont des relations. Alors, je vais réexpliquer ces relations qu'on a. Comme je vous expliquais, le signe, la relation, c'est quelque chose qui n'est pas là. Il est présent pour quelque chose qui n'est pas là. Maintenant, si on prend le signe, on est toujours dans cette relation. Le signe a un signifié
bien évidemment, qui n'est pas là. La représentation, c'est l'inverse. Donc on a un représentant qui va servir pour le représenter. C'est comme le lieutenant ou le représentant politique, si vous voulez une métaphore. Le lieutenant ou la personne qui est politique, on a voté pour lui et il n'a plus besoin de vous, en gros. Et le symbole, il y a toujours les deux intriqués. Et je vais redétailler par rapport à ces notions. Si on reprend par rapport à un schéma, peut-être que ce sera toujours un petit peu plus clair, on a une intrication entre quelque chose qu'on va lire et voir en même temps. D'un côté, quand on lit un texte, on a accès au signifié d'un texte, comme je disais par rapport à l'arbre, mais qui va être contaminé par rapport à ce qu'on va voir du texte. Et on va avoir donc cette notion du représentant représenté qui va plus ou moins venir coloniser cette partie. Et les deux à la fois, et je vais vous montrer aussi des exemples par rapport à mon travail typographique, je vais plutôt aller sur la question qui va être plutôt de l'ordre du symbole. Si je vous prends un exemple par rapport à la question du symbole, c'est-à-dire que lorsque vous avez, c'est l'œuvre d'art, c'est-à-dire lorsque vous avez une statue qui représente la tristesse n'est pas comprise dans cette statue, elle est à la fois dans la statue et dans le concept tristesse, par exemple. C'est ça le symbole en fait. Et donc on va avoir des intrications comme ça en fonction, finalement, j'ai envie de dire nous en tant que dessinateurs de caractères, dans lesquels on peut jouer finalement. Donc on n'est pas là juste essayer de faire la typo la plus transparente possible pour avoir accès au signifié, mais derrière on va pouvoir jouer avec cette notion à la fois de rajouter une surcouche symbolique, quelque chose qui va être apparent en parallèle du sens qui est délivré dans le mot, mais aussi par rapport au caractère typographique, et aussi à la fois même carrément bloquer en fait le sens du signifié par rapport à juste la typographie qui va prendre finalement le dessus. Et je vais vous montrer aussi des exemples. Alors j'ai tenté un schéma, pas celui-là mais celui d'après, j'en suis pas encore totalement convaincu, mais en tout cas je vous le présente dans l'état. Donc si on le reporte, donc je me suis amusé à prendre mes caractères que j'ai pu dessiner en me disant bon alors où est-ce qu'on est? Donc on aurait deux axes. L'axe du modèle, donc on va dire en fonction de l'habitude qu'on a. Alors il est très très contextuel, hein, bien évidemment. C'est pour ça que je vais mettre des gros guillemets par rapport à ce que je vous montre. Par rapport à un modèle habituel qu'on voit fréquemment et sur lequel on a une sorte d'automatisation dans la lecture, inhabituelle. Donc plus on va sur la droite, et puis à l'inverse, on monte sur un autre axe qui on va avoir plutôt quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la lecture. Et je fais toujours attention, je mets toujours entre parenthèses le voir dedans, comme on a pu faire l'expérience tout à l'heure. Et quelque chose qui va aller plutôt sur le voir, c'est-à-dire une lettre, par exemple, je peux dessiner des alphabets très floraux, par exemple, où là vraiment ça prend le dessus. Et puis après, si on a un axe aussi plus au bout à droite, où là on a des signes, on va dire des lettres inhabituelles, avec quelque chose qui est vraiment plutôt adressé à la lecture, on pourrait se poser la question de la lisibilité. Alors, on pourrait tracer presque une ligne en fait, en disant à un moment donné, il y a un point de rupture qui pourrait être, alors j'imagine, plus ou moins très très personnel. Hein. Parce que moi, il y a des choses que j'arrive à lire et des fois on me dit non, c'est pas possible. Bon. Je pense que c'est des questions après déguiser un peu notre cerveau par rapport à ça et de perception, quoi. Donc on voit bien, donc on est, comme je le disais, par rapport aux trois, c'est-à-dire le signe, le symbole et le représentant. Donc ici, on peut dire que l'ensemble, en fait, il y a une question symbolique qui est toujours présente, en fait, finalement, dans les caractères typographiques. Donc en fait, ils sont toujours là, en fait, dans cette question, ce qui va permettre, en fait, d'annuler, en fait, cette notion symbolique. C'est donc cette notion à la fois habituelle et contextuelle. Lorsque vous lisez un livre, par exemple, dans un roman, vous oubliez cette forme, parce qu'en fait, vous êtes plongé dans ce milieu en fait, du livre. Il suffit que vous sortiez ça, un caractère empattement ne dira pas la même chose qu'un caractère finalement sans empattement, etc. Donc je reviendrai un peu sur ça aussi. Donc pareil, on pourrait avoir une diagonale qui peut dire, d'un côté, plus on va vers des lettres habituelles, finalement désincarnées par rapport à cette notion finalement qu'on pourrait mettre dedans, on va plutôt viser quelque chose qui va être de l'ordre du signifié. On reprend la question d'avoir accès finalement de manière... oui, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais en tout cas avoir accès au signifié. Et de l'autre, on va plutôt s'en servir comme représentant pour dire totalement autre chose. Finalement, dévier en fait ce rapport à la lecture qu'on aurait en fait je reprends mon exemple du mot arbre. En fait, on n'arrive même plus à le lire. Du coup, c'est la forme en fait qui prend le dessus. Alors, comme je le disais, bien évidemment, tout ça est vraiment très très relatif. Alors, j'ai dit milieu. Je veux dire par rapport à la notion de milieu. Parce que finalement, lire un texte, comme je disais, dans un roman, mais aussi en fonction de l'époque. C'est-à-dire que, imaginez-vous, au Moyen-Âge, on ne ferait pas du tout le même tableau, etc. Donc en fonction des époques, ce sera à remettre complètement en question. Donc c'est très très relatif ce que je vous montre, mais en tout cas, ça montre aussi... je me posais même la question dans cette conférence en me disant, mais en fait, lorsqu'on lisait avant sur des écrans basse définition,
on n'avait même pas perception que les écrans étaient pixelisés. C'est-à-dire que lorsqu'on était sur Minitel ou sur des écrans un peu low définition, on dirait pas « Ah, c'est des lettres qui m'évoquent l'ordinateur ». En fait, on est déjà plongé dans le milieu, donc on a accès directement au signifié. Voilà, c'est-à-dire que c'est un peu remettre en perspective par rapport à cette notion vraiment dans le milieu dans lequel on se situe. Alors, si je décortique en fait chaque axe, il y a des travaux sur lesquels je me suis appuyé pour finalement jouer en fait par rapport à ces principes. Donc on a ici le modèle de lettres, à la fois le modèle qu'on a habituel. Alors j'ai mis cela, ça peut en être d'autres, hein, bien évidemment, c'est à titre d'exemple. Ici par exemple, il y a un caractère qui s'appelle l'augure sur lequel j'ai travaillé. Et l'idée en fait était à la fois, donc il y avait une sorte d'envie un peu paradoxale de dépasser la forme traditionnelle en fait. Donc cette notion de modèle qu'on a de forme de lettres, on va dire linéales, grotesques, géométriques ou autres, et en même temps les re-questionner cette forme et tenter, tant bien que mal, de s'en nuire à la lisibilité. Donc c'était un pari un peu compliqué, donc voilà, c'était un peu remettre en question en fait la notion de canon en fait qu'on avait, et pour montrer, voilà, est-ce que c'était possible. Donc je me suis amusé à faire pas mal d'expérimentations, de tester d'autres modèles. Donc bien évidemment, une lettre toute seule, ça ne veut rien dire, il faut toujours la tester aussi dans le mot. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire dans les premiers tests, voir si j'avais toujours accès à la signification finalement du mot. Alors l'idée aussi dans ces recherches, c'était de voir les différentes influences. J'avais à la fois des influences qui étaient historiques, c'est-à-dire à la fois de retrouver d'anciens modèles latins, comme Léon Cial ou autres, aussi des modèles liés à la cryptographie, pourquoi pas, des choses qui étaient assez intéressantes. Quand je dis cryptographie, c'était aussi même à la télégraphie, vraiment des choses qui étaient hyper contraintes par rapport à des formes techniques qui pouvaient être qu'envoyées que de cette manière-là. Donc voilà un peu tout ça, et voilà, d'arriver vraiment à un niveau, même si j'aime pas le terme, de squelette en fait. Donc voilà d'autres tests, et puis après de m'amuser un peu, de regarder un peu comment ça pouvait fonctionner. Et l'envie aussi que j'avais un peu, c'était un peu ce que j'avais envie de tester, c'était par rapport à la Futura, lorsqu'elle a été dessinée. On sait qu'elle était calquée en fait sur les capitales romaines. Donc c'était réincorporer des notions plus historiques sans forcément être historicisant. Donc ça m'intéressait pas mal de tester. Donc voilà quelques tests que j'ai là. Et j'ai envie de dire, bon, c'est bien gentil, là c'est des typos de graphistes, hein, c'est fait avec des caractères en grand. Et je voulais voir si j'arrivais à le faire résister en fait sur des textes courants, des textes de manière plus petite. Et donc au fur et à mesure des expérimentations, ça me confortait un peu dans mes choix, en me disant oui c'est possible. Par contre je me suis amusé, c'est à créer une sorte de dégradé. C'est-à-dire à la fois d'avoir le plus à gauche qu'on a appelé cryptique avec la fonderie lorsqu'elle est sortie, avec la version défaut qui est donc celle la deuxième. Et après, il y a eu d'autres versions qu'on a redistribuées, en fait, toutes les expérimentations que je vous ai montrées là, pour les amener avec un dégradé. Donc à la fois cryptique par défaut, éclectique et classique. Donc revenir à un modèle un peu plus classique de ce qu'on est habitué à voir, à lire, qu'on a. Comme je vous prends un exemple, c'est-à-dire que j'aimais bien ce E capital qui rappelle un E minuscule mais fermé. Et ça, je voulais le garder, en fait, qui est une référence aussi au oncial, garder dans les capitales. Et à un moment donné, par contre, il disparaît lorsqu'on est dans la version classique. Alors, bien évidemment, une fois qu'on a les capitales, c'est pareil, on se dit que maintenant, il faut tester ça aussi sur les minuscules, quoi. Donc le procédé était exactement le même, donc c'était à la fois de faire des emprunts historiques sans qu'ils soient trop présents. Donc ça, c'était un peu le challenge, c'est-à-dire par rapport au... Alors, je ne sais pas si on le voit très bien, mais par exemple, j'avais un D minuscule que je trouvais intéressant de garder avec un rond et puis une barre qui partait sur le côté, donc je ne voulais pas que ça fasse trop calligraphique, donc c'était un peu des tests pour voir comment je pouvais C'est une sorte de quelque chose qui était un peu présent, mais sans vraiment qu'il soit là trop de manière significative. Donc pareil, je fonctionnais de la même manière, à la fois à la côté cryptique. Alors quand je dis cryptique, c'est un abus de langage, parce qu'elle reste quand même lisible en soi. Et à la fois le côté classique, là on retrouve une géométrique avec laquelle on est plus habitué à lire, quoi. Alors, si je continue, là on va aller plutôt sur l'axe de l'intrication, plutôt la question dans comment le caractère va venir, non pas prendre le relais, ça va être la troisième partie, mais plutôt contaminer en fait la lecture d'un texte. Donc là on a ce dégradé à la fois, comme je vous le disais, soit on a un caractère, une Helvetica ou autre,
Et puis de l'autre, on peut avoir des caractères qui sont beaucoup plus expressifs, même si je mets pareil, encore une fois, c'est assez à mettre des guillemets par rapport à cette notion d'expressivité. Bien évidemment, c'est une question contextuelle et en fonction de comment on l'utilise. Donc je vous prends des exemples par rapport à cette notion du voir. Donc ici, on a une affiche que j'ai pu réaliser en fait pour un colloque que j'organisais sur l'intelligence artificielle et le design. Et l'idée était donc de composer l'affiche, donc c'est un peu des challenges que je me pose aussi dans mon travail, c'est toujours tout composer en typographie. J'essaye au maximum, à part peut-être un ou deux contre-exemples, de tout composer en mode texte. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai la typographie, je m'en sers, et je compose tout avec le logiciel, avec des retraits à la ligne. Donc ici, la fiche aussi est composée, elle est tous les caractères, enfin tous les signes, les glyphes sont sélectionnables. Donc je vous montre aussi un zoom ici. Donc il y a une version aussi animée qui a existé, que j'ai jamais trop utilisée, mais voilà, c'était un peu le challenge, parce qu'en fait elle a été faite en fond de variable. Je vous montrerai après les signes par la suite. Donc si je reprends l'exemple, donc l'idée c'était de comment communiquer. Donc comme je me pose comme contrainte de communiquer qu'à travers des signes typographiques, il fallait que ça porte le sujet qui est évoqué. Donc ici, le sujet c'était l'intelligence artificielle et design. Je voulais éviter les typos pixels, qui n'étaient peut-être pas forcément, je sais pas, de bon augure par rapport à la thématique, en faisant tenter d'autres choses, d'autres formes. Et donc je me suis dit, tiens, par rapport à cette notion d'intelligence artificielle, j'ai regardé un peu, donc il y avait la notion aussi à la fois la carte perforée qui faisait référence au rond, et à la fois la notion d'organique qui commençait à émerger par rapport à ce qui est de l'anthropomorphisme lié au chatbot ou autre. Donc ces notions-là m'intéressaient, je me suis dit, tiens, qu'on peut faire une affiche un peu organique, avec juste une forme qui est un rond. Donc il n'y a que deux formes de rond, qui sont exactement de la même taille, donc une côté très normé, on va dire, un peu comme une carte perforée, mais qui ne soit pas aussi systématique, finalement, que quelque chose qui est trop lié à quelque chose de mécanique, quoi. Donc on a ce jeu, en fait, qui va essayer d'évoquer le flux de données, aussi également dans ces affiches. Donc là, je vous montre aussi les caractères qui ont été dessinés. Donc l'idée, le challenge, c'est de se dire, voilà, j'ai un rond, et à partir de ce rond, je le déplace, et je vais essayer de produire des lettres, en fait, tout simplement. Donc j'essaye d'écrire avec, j'essaye de voir aussi. Donc comme il y a un nombre de ronds aussi déterminé par lettre, je peux aussi m'amuser à les exploser. Donc ça me fait aussi comme ça, je m'amuse avec cette fonte variable. Donc c'est pour ça que ça m'a permis après de jouer, de produire une animation. Sans code, hein, c'est vraiment juste. En plus, comme en plus je l'ai faite sur After Effects, mais sans avoir le plugin pour utiliser des fontes variables, j'ai tout fait à la main. Donc j'ai exporté en fait je me suis fait une dizaine de typographies où je me suis amusé à animer image par image pour que ça fonctionne. C'était assez rigolo à faire. J'avais fait une deuxième aussi typographie qui était peut-être un peu trop compliquée en termes de lisibilité, que j'ai abandonné par la suite, mais voilà, ça faisait partie un peu des tests que j'ai pu avoir. Je m'en suis servi par contre plutôt pour les deuxièmes formes, pour la partie à droite. Autre type d'expérience où finalement le dessin du caractère en fait contamine le sens. Donc là avant, juste pour reprendre, hein, c'est-à-dire que là on a écrit le titre, hein, le champ du signe, conférence et workshop, etc. Donc des informations très fonctionnelles par rapport à ce qu'on a besoin en gros pour assister à l'événement. Hein, donc rien de particulier. Autre chose aussi par rapport à là, donc là une affiche du colloque que j'organise qui s'appelle Fontaine Faces. Donc là la thématique c'était sur le geste d'écriture lié au graffiti. Donc je voulais évoquer cette thématique. Donc l'idée, voilà, c'est un peu le challenge à chaque année où je dessine en fait des caractères pour évoquer la thématique. Donc là j'ai le titre, c'est Can You Read Me Now? Bon, après pour l'anecdote, à chaque fois je reprends une chanson aussi ou un titre d'album que je m'amuse à reconvertir aussi par rapport à la thématique. Parenthèse fermée. Mais en tout cas, voilà. Donc là, je produis en fait ces caractères que je vais emprunter par rapport à un vocabulaire donc lié au graffiti, à une espèce d'urgence en fait qu'on a dans écrire vite partout, sans se faire choper en gros, et à la fois sur des techniques à la fois qui est liées au gros feutre, à la bombe, ou voire l'outil de gratter, travailler sur des surfaces telles que la vitre par exemple. Donc je récupère un peu tout ce vocabulaire que je me resserre en fait dans le caractère que vous avez ici sous les yeux, que je peux vous montrer ici par exemple, et je vais forcément créer plusieurs couches pour pouvoir jouer sur la superposition, le caractère plus gratté. Alors, on a un niveau de lisibilité qui est assez extrême, une version un peu plus claire, sur laquelle je vais pouvoir
augmenter en fait finalement l'épaisseur pour pouvoir jouer avec. Alors je ne l'ai pas mis ici dans mes slides, mais aussi il y a un autre caractère qui existe ici en petit, qui est les minuscules, qui elle fait moins référence en fait. Je trouvais ça intéressant de sortir un peu du tout graffiti, qui amène aussi d'autres références plus ou moins réussies, calligraphiques ou autres dedans. Alors pour avancer, donc, on arrive vers là, on a des points de rupture. Alors c'était assez marrant, je pense que j'ai un peu testé les limites du système, de la typographie qui contamine en fait finalement le sens et l'accès à la lisibilité au signifié, comme je vous le disais. Donc là, on a bien un texte qui se trouve dedans, mais qui est extrêmement compliqué à accéder. Il faut juste un moment de concentration, mais on peut y arriver. Donc, en gros, si on part en haut à gauche, donc je reprends bien évidemment le sens des lectures qu'on a d'un texte classique, d'en haut à gauche, de gauche à droite. This is not the end, Fountain Faces, numéro 10, International Type Symposium, Speakers, que vous avez en jaune, l'énumération de toutes les personnes, novembre 15, 2023, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, campus, fonderie d'image, etc. Donc pareil, là je me suis constitué un vocabulaire graphique, donc là dans une version un peu plus lisible, très très mécanique. Donc l'idée, la thématique était sur le tracé d'écriture lié au plotter, aux machines en gros. Donc je voulais quelque chose d'assez mécanique, mais qui en reproduise une gestuelle. D'où l'envie en fait d'intriquer à la fois, comme je disais, quelque chose qui est lié au geste, et en même temps, toujours d'à peu près la même forme en fait. Donc je me suis amusé un peu de manière un peu feignante. À une fois que j'avais une forme, je m'amusais à la tourner et de voir si ça pouvait produire une autre lettre, tout simplement. Donc voilà un peu le type de vocabulaire. Alors je crois qu'il y a par exemple le E devient le N, si je ne dis pas de bêtises, et inversement, je crois qu'il y a des jeux comme ça, ou un A finalement, etc. Donc, je n'ai pas mis des slides où on pourrait voir un peu le jeu de miroir qu'on a. Donc on a la version light. Alors ça aussi, je commence après. Je vais assez rapidement produire des fontes à la volée, j'ai envie de dire variables. Comme ça me permet d'avoir un vocabulaire à la fois du fin à l'épais, que je vais à la fois faire des allers-retours par rapport à la fiche et par rapport aux éléments en fait, de communication que je vais produire. Donc c'est toujours cet aller-retour à la fois. J'essaye de voir par rapport à l'idée que j'ai, que je vais produire dans le caractère, et voir si ça fonctionne aussi en termes d'affiche. Alors des fois ça marche pas, je vous montre ce qui marche. J'aurais pu aussi faire une présentation que les typographies que j'ai pu produire qui ne marchaient pas et que j'ai dû partir sur autre chose. Et c'est là que je me rends compte que par exemple là, quand j'avais produit l'affiche avec que ça, je me dis c'est un peu trop lisible, puis je me suis dit qu'il manquait une couche aussi, parce que je me coince un peu aussi en termes de couleurs. Si je mets qu'une typographie, il n'y a qu'une couleur, comment je peux faire pour avoir d'autres couches de couleurs? Donc c'est là que je viens effacer en fait certaines parties des lettres, ici, et qui va me servir en fait de renfort, ici, pour un peu encore plus finalement bloquer cette lisibilité, mais en même temps qui permet de reproduire en fait un geste qui est lié comme un feutre, qui viendrait écrit avec comme une machine de plotter par exemple, sur les affiches directement. Donc on a... Et puis par chance, j'ai pu les faire en 3 couleurs que vous avez ici. Bon, je vois que le temps file, mais on a aussi, donc, alors ici, je vais aller un peu dans la tangente. Donc on a vu ici par rapport à la question plutôt symbolique, c'est-à-dire qu'à la fois le sens que va être mis dans les caractères typographiques vont tenir un sens, un signifié qui va être lié au caractère, et en même temps, on a quand même accès à la lisibilité. Même si le dernier, je pourrais le mettre un peu presque dans cette catégorie que je vais vous montrer. Et ici, par contre, on va aller dans la 3e catégorie, qui était un peu la diagonale sur mon tableau. Donc là, on n'a plus du tout accès au signifié du sens des lettres, mais là, on va aller sur le représentant. C'est-à-dire que le caractère typographique prend le dessus et nous bloque complètement la lisibilité. Et donc, on a ici des tests, une réalisation, d'une affiche, toujours pour le colloque Fountain Faces. Donc là, c'était ce que je vous ai montré avant, c'était une série de 3, en fait, 3 thématiques qui étaient liées au geste d'écriture que j'ai pu faire. Donc le premier, je voulais incarner donc, ce geste d'écriture sans forcément m'inquiéter sur une notion de lisibilité. En fait, je voulais un peu agir comme je pourrais faire une illustration abstraite, en me disant, en fait, je vais surtout évoquer en fait, la gestuelle à travers le caractère typographique, et qui voudra le lire, peu importe, de toute façon, je vais avoir les informations en bas, en petit, qui elles le seront plus. Et donc, je me suis amusé à jouer en fait, sur cette notion de lisibilité,
et comme si on avait finalement en fait gratté, ou je pourrais dire inscrit en fait des signes gestuels en fait dans cette affiche. Alors il y a bien évidemment, il y a deux couches, hein. Il y a en rose, on a le titre du colloque, c'est I'll draw the line, et puis en version dorée, on a les informations plus classiques qui sont liées au titre du colloque, donc Fountain Faces numéro 9, International Type Symposium. Alors aussi, ce qui est intéressant, c'est que moi, il me faut des lettres aussi pour pouvoir me servir de mon système. Donc voilà un peu un détail aussi de l'affiche. Alors, pareil, là, ce que je vous montre aussi, c'est les minuscules. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est tester. Je le teste à la fois en capital, dans mes principes, et en minuscules. Et après, je vois ce que je me sers aussi sur les éléments de communication. Soit ça marche qu'en cap, et après, je trouve... la contrainte que je me suis quand même donnée, alors là, c'est vraiment spécifique pour le colloque que j'organise, j'essaye de tout faire avec une nouvelle typo et de ne pas avoir d'autres typos dedans. Je redessine une typo spécifique pour le colloque. Donc voilà, c'est un peu le challenge que j'ai. Donc j'essaye de voir comment je m'en sors un peu dans cette règle du jeu que je m'impose. Donc forcément, souvent les minuscules, j'en ai un peu besoin pour ramener un peu de lisibilité dedans, quoi. Donc ici, vous avez du coup ces minuscules que j'ai dessinés d'ailleurs de plus ou moins grande graisse pour pouvoir m'en servir en petit ou en grand. Autre exemple, alors là, j'essaye de reparler aussi toujours sur ce geste d'écriture. Donc là, c'était une masterclass que j'organisais avec Eva Cubini à l'ESAT d'Amiens, qui était liée en fait sur la question de l'écriture finalement européenne, plus ou moins, et qui questionnait en fait cette notion de façon d'écrire, si je puis dire. Et donc, je voulais un peu incarner cette notion-là. Alors là, j'ai un caractère un peu plus classique, et puis du coup, je me permets là, par contre, d'incarner en fait cette notion-là avec donc on a bien un texte qui est, alors pas forcément toujours à lire, hein, mais on a bien un texte qui se trouve distribué ici, dedans, qui va permettre d'incarner pour moi cette notion de gestuelle dans ces affiches, donc ce qui est lié à l'outil. Donc voilà les types d'affiches qu'on a, et donc le texte à lire dedans est Hand et Tool. Donc je me suis amusé en fait à dessiner ces lettres de manière assez radicale, de jouer à la fois une sorte de tension entre quelque chose d'assez géométrique et en même temps d'assez gestuel, porter les deux, et puis à un moment donné me dire pas besoin de savoir les lire en fait, c'est pas très grave. C'est juste une contrainte que moi je me donne sur la question d'avoir toujours comme contenu cette question typographique, de toujours jouer avec des lettres. Et du coup, ce qui me donne comme ça aussi une sorte de variabilité, c'est-à-dire de ne pas m'ennuyer par rapport à des fois de me dire c'est pas grave, de toute façon les informations elles seront en petit à lire, et finalement c'est le caractère expressif qui va plutôt m'intéresser. Pour terminer, je terminerai par un grand projet que j'ai en cours, qui est un projet alors cette fois qui est moins de l'ordre du design type communication, plutôt un projet plus artistique. Il n'y a pas de contrainte derrière de communiquer quoi que ce soit par rapport à un client ou autre, un colloque. L'idée ici de produire donc des affiches. Je ne sais même plus leur titre, je crois que ça s'appelle Electric Letters, je crois, le titre que je leur ai donné. Et l'idée en fait, c'est d'essayer de parler de qu'est-ce que fait le numérique en fait de nos écrits, de nos symboles. Et donc, je suis reparti des textes en fait, toujours de ce cher Bruno Bachimon qui nous dit en fait que le numérique, nos machines ici qu'on a là, elles assémantisent en fait les symboles qu'on leur donne. En fait, elles les assémantisent et les transforment en des 0 et des 1, des courants qui passent ou qui ne passent pas. Et en fait, c'est en les convoquant, donc c'est ce qui va permettre d'ailleurs à la machine de les manipuler, et en les convoquant, qu'on va pouvoir les lire et les ramener en fait à la lecture. Donc c'est plutôt cette intrication-là qui m'intéressait. Donc je me dis, tiens, je vais essayer de produire des affiches avec du texte, sans qu'on puisse les lire. Et en même temps, il y a bien du texte dedans. Alors par exemple, l'affiche bleue que vous avez à gauche, il y a 4 textes qui sont à lire dedans. C'est une sorte d'allitération, par exemple, ou des jeux de mots qui se trouvent dedans. Alors, me demandez plus ce qu'il y a écrit, je me piège aussi moi-même. Des fois, je m'en souviens, des fois, je m'en souviens plus. Des fois, j'arrive à les redécoder encore. Alors bien évidemment, quand je travaille dessus, je me rappelle exactement du texte, des fois un peu moins. Alors j'ai d'autres exemples ici. Alors celui-là, je m'en rappelle parce que j'arrive encore à lire. Donc celle en noir et blanc à gauche, c'est écrit « Domestication de la connexion ». Je vous disais par rapport à deux types d'allitération que je m'amuse à écrire dedans. Donc il faut aller chercher dedans. Alors
je vous ai mis ici des moyens pour y accéder. Hein. Donc il y a ces lettres qui se trouvent un peu contaminées par rapport à d'autres signes. Donc il faut retrouver la ligne de base pour pouvoir la voir. Alors celle en violet, alors un peu plus extrême, hein, c'est écrit stimuler la surface des signes. Donc c'est pareil, ça c'était fait aussi quand j'étais en résidence au Bel Ordinaire, où je me suis fait par plusieurs couches, et quand les deux couches se superposent, on a des formes qui émergent dans les caractères typographiques. Donc ce qui me donne un ensemble voilà, de caractères. Alors, quand c'est des caractères en devenir qu'on a pu vous montrer avant, j'aime bien les appeler elementary. Ceux-là, je les appelle cipher, et par des lettres alphabétiques de A, alors je ne sais plus à combien j'en suis maintenant, L, M, je ne sais plus, mais en tout cas voilà, j'ai des numéros comme ça. Et pour terminer, parce qu'il me reste 1 minute, je terminerai par ce travail. Donc ça, se trouve à Chaumont. Donc j'ai eu la chance de remporter l'appel à projet pour mettre en place ou installer en fait des œuvres de designers dans l'espace public. Donc là, pareil, l'idée était de faire un jeu sur la question du numérique aujourd'hui, et aussi un jeu par rapport aux bâtiments qui se trouvent. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Chaumont, mais en fait, à gauche se trouvent en fait les archives des affiches, et pas que. Et du coup, je trouvais ça intéressant de faire ce jeu à qu'est-ce qu'une archive aujourd'hui. Donc, on peut parler de la question du numérique. Et quel est le signe numérique qu'on connaît le plus aujourd'hui de manière graphique? C'est le code barre. Et donc, je me suis amusé en fait à jouer avec ce signe-là, qui était le code barre. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre un énorme code barre qui est à la fois lisible par l'être humain, parce que normalement le code barre est plutôt lisible par une machine et nous on n'y a pas accès, c'est extrêmement compliqué. On pourrait les décoder, les codes barres une dimension, peut-être pas les 2 dimensions, qui sont les QR codes ou autres. Mais en tout cas, moi l'idée c'était de jouer avec cette question finalement, de cette sensation de dire tiens, on est face à quelque chose qui est numérique, qu'on a sous les yeux. Alors le texte qui est à lire est le réel s'écrit dans le virtuel, qui est aussi une sorte de jeu ou de réflexion par rapport aujourd'hui à la notion de ce que permet en fait le numérique dans ce qui nous permet de virtualiser. Et voilà d'autres exemples aussi. Ça aussi, c'est plutôt pour vous montrer un peu l'échelle. Donc ça, je trouvais ça intéressant, ce rapport à l'objet. Ça me sortait aussi, moi, de l'ordinateur ou de la fiche, que ce soit en 60-40, 60-80, voire deco. Là, on est vraiment dans quelque chose d'assez monumental. Alors, pour l'anecdote, ce qui était assez intéressant, c'est que j'ai fait énormément d'allers-retours et que finalement, j'en suis resté presque à la forme que j'ai proposée au départ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais un peu ennuyé de proposer quelque chose d'aussi radical qu'en noir et blanc. Donc j'ai fait énormément de tests de trames qui se trouvaient dans le blanc ou dans le noir. Et en fait, je trouvais qu'à chaque fois, ça altérait en fait cette radicalité-là. Je ne les ai pas mis dans les slides, mais j'ai fait énormément de trames que j'ai finalement délaissées. Et je me suis dit, tant pis, on part là-dessus et c'était très bien comme ça. Pour vous donner aussi un indice ou comment lire en fait cette typographie, donc il y a un double jeu, il faut lire à la fois entre les formes noires et un espace sur 2. Voilà, donc ici vous avez, sinon ce serait trop facile. Donc c'est ce qu'on a ici. Alors là vous avez par exemple ici en grand, au milieu vous avez un V par exemple. Vous sautez un blanc, vous avez un I, etc. etc. Donc si je reviens ici, vous avez L espace E, espace R, espace E, etc. Donc on a, si à un moment donné vous arrivez à choper les lettres, après ça va venir tout seul. Donc le réel s'écrit, etc. Et je vous remercie, j'ai terminé.